Bonjour Pascal, nous sommes à ton exposition à Liège. Peux-tu nous expliquer effectivement ce travail de typographie imaginaire? Oui, en fait, ça remonte quand même à quelques années. On m'avait demandé de faire une petite conférence sur des typographies. Et j'avais imaginé toute une série d'histoires fictionnelles autour de la typo, qui a donné d'ailleurs lieu à un petit livre qui s'appelle Évoler les lettres, qui est là-bas au-dessus. Et dans la foulée de ce travail-là, avec la maison d'édition Boustro que j'ai créée avec quelques amis il y a maintenant 7 ou 8 ans, on s'était décidé à publier des petits bouquins et est venu le texte de Denis Pepitch, d'Architecture. On a décidé de faire ce livre et puis j'avais envie pour illustrer ça de travailler avec un typographe. J'en ai parlé à Laurent, Paul et Karel qui sont mes comparses dans Boustro. Et quand je leur ai soumis l'idée du typographe, ils m'ont dit bah oui, on va travailler avec un typographe, mais ce sera toi. Voilà. Et donc je me suis retrouvé un peu obligé un peu jeté dans le bain de ce livre, un peu obligé de trouver quelque chose pour essayer de l'illustrer entre guillemets. Et j'avais pêché à cette époque une série de typos sur internet qui étaient en fait des demi-typos. Ce sont des typos coupés en deux. Et j'ai commencé à utiliser ces typos, non pas comme on aurait pu le faire en mettant tout l'un au-dessus de l'autre pour faire des lettres complètes, mais à les utiliser comme des demi-lettres et à m'intéresser aux séquences rythmiques que les typos créaient entre elles, les demi-typos créaient entre elles lorsqu'on les mettait les unes à côté des autres. Et c'est ça qui a donné le travail d'architecture en fait. L'architecture est remplie de ces compositions, voilà. Après, j'ai été un peu plus loin. Je me suis intéressé à des petites affiches, faire des petites affiches avec ces demi-typos, en me disant, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un texte est-ce que ça veut forcément signifier quelque chose ou est-ce que l'image elle-même est en elle-même signifiante ou est-ce qu'elle produit une émotion par elle-même. Et c'est ça qui a donné lieu à cette série de typos, qui a donné lieu aussi là-bas à cette espèce de sigle qu'on dirait un bélier, là, je sais pas trop. Tu lui as donné un nom ou pas? Non, je lui ai pas donné de nom. Non. Alors, après, j'ai fait un travail de gravure autour de ça aussi, parce que j'ai voulu aller plus loin et je me suis intéressé aux chiffres. J'avais des énormes chiffres dans l'atelier et je me suis dit, bah tiens, si on imprime ces chiffres, alors je les mettais dans la presse à épreuve, je les imprimais d'une certaine façon. Et puis j'ai commencé à faire des espèces de focus comme ça. J'ai fait des focus de certaines parties des chiffres et en recadrant, je me suis dit, bah tiens, là c'est intéressant, on a vraiment une typographie imaginaire qui se met en place, on a vraiment des nouvelles formes qui se mettent en place, etc. Et là, je me suis dit, bah, ce serait intéressant peut-être de les transposer sur du bois et de les graver. Et donc toute la deuxième partie du travail, c'est un espèce d'alphabet, comme ça, un alphabet un peu étrange, qui ne vaut au fond que par ce qu'il produit comme impression esthétique sur celui qui le regarde. Donc ça a été un peu la deuxième partie. Et puis après, encore une étape plus loin, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une phrase. Et donc c'est ça qu'on a dans la vitrine, c'est le bois gravé de la phrase. Et derrière, son impression, évidemment. Et cette phrase, donc si tu as créé cet alphabet, a une signification, un sens? Oui, ça veut dire vive la communauté germanophone de Belgique. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas, peut-être que ça veut dire quelque chose, mais ça n'a pas encore été déchiffré, en tout cas, ça c'est sûr. On attend le nouveau Champollion. Voilà, exactement. Et alors, dernière partie de ce travail, parce que c'est un travail que j'estimais qui devait être articulé autour de plusieurs modes d'expression. Donc il y a la typographie, la gravure, et puis j'ai aussi écrit 6 textes
autour de cette notion de typographie imaginaire, qui sont un peu la suite de Et voler les lettres, qui avait été édité il y a quelques années maintenant, et que j'ai enregistré. Bon, le soir du vernissage, j'ai fait une lecture de ces textes-là, puis je les ai enregistrés, donc on peut les entendre. Voilà. Je considère qu'ils font vraiment partie intégrante de l'expo. À la fois de la poésie visuelle et le son, poésie Voilà. sonore. Enfin. Oui, c'est pas vraiment de la poésie poésie sonore, oui, pas dans mais le sens. en tout cas, c'est L'oralité. voilà, il y a de l'oralité et surtout il y a de la fiction, parce que le travail qui sous-tend ici, c'est un travail de fiction, peut-être même plus que de poésie visuelle, je dirais. Je considère pas vraiment que je fais de la poésie concrète, parce que ici, la signification est presque inexistante. J'ai envie de dire que on est plus dans la hypergraphie quasiment. Oui, on est plus dans la graphie, la typographie, que vraiment dans le signifiant. Ah ouais. Tu m'enverras la photo? Il avait traversé l'océan à bord de journaux et de livres. Il avait littéralement fondu sur la capitale, chassant lettre après lettre les différentes écritures officielles, et s'était apporté l'enquête. Tu me dis sur moi? En 1500 seulement. C'était un caractère tronqué, souple et rond sur la ligne de base. Raide, dès qu'il atteignait sa limite supérieure. Rien en lui ne semblait rester ni accepté, ni effacer. Les lettres d'une hauteur rigoureusement égale, et leur volume paraissait, excepté certains cas notables, une énorme produisait de cette régularité un effet hypnotique, particulièrement adapté au slogan propagandiste qui fut utilisé sur Brexit. Si les lieux de la ville s'étaient découverts jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, de messages toujours plus radicaux, imprimés dans des couleurs toujours plus grands. Au bout d'un an, le placardage était devenu un sport en soi, pratiqué avec acharnement dans toutes les couches de la société, espérant tirer tout le profit que la pratique promettait. Donc une large lettre, quelques injonctions, quelques sentences piquantes. Et dans les administrations, de nombreux gras papiers s'étaient progressivement transformés. Les messages véhiculés par ces nouveaux caractères, indéfiniment répétés, ou par un quelconque publiciste juché sur une caisse à savon au beau milieu du panneau faisant leur marché, son image s'imposait